Merci beaucoup de rester avec nous. Dakaractu à la rencontre de Pape Moussa Beye, docteur en Sciences Po à l'Université Paris 2 Assas, et dont sa thèse portait sur libéralisme et exception, l'état de droit et le système onusien de sécurité collective à l'épreuve du djihadisme international. Le prétexte, le communiqué qui émanait un peu de l'ambassade des États-Unis qui faisait état d'une supposée attaque terroriste au Sénégal. Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur Ba. Docteur, aujourd'hui, le monde est sous l'emprise des attaques terroristes, le monde entier. Alors, comment comprendre le phénomène du djihadisme, du terrorisme? Alors, le phénomène du djihadisme, en fait, on parle de terrorisme, mais ce qui est en jeu ici, en tout cas concernant la violence islamiste à l'œuvre dans le monde contemporain, c'est le djihadisme. Le terrorisme n'est qu'une technique de combat, entre autres techniques qui sont employées par les mouvements djihadistes, par les acteurs du djihadisme international. Donc, on a souvent l'impression, et cela transparaît notamment à travers les médias, qu'il s'agit d'un phénomène nouveau, alors que ces soubassements sont en fait plus anciens, et il faut remonter à plusieurs décennies pour pouvoir comprendre les conditions d'émergence, le terreau qui a facilité l'apparition d'une idéologie particulière dérivée de l'islamisme et de sa concrétisation pratique à laquelle nous avons, disons, le privilège d'une certaine manière d'assister aujourd'hui dans le pire des sens. D'accord. Alors jusqu'à une époque assez récente, on pensait que le djihadisme, ça n'arrivait qu'aux autres, je pense en Europe. Alors aujourd'hui, certains pays africains sont confrontés à ce phénomène. Peut-on lier cela à la porosité des frontières? La porosité des frontières n'est, disons, qu'une des conditions de l'internationalisation, de la globalisation du djihadisme. Le djihadisme en tant qu'idéologie, en tout cas le djihadisme issu de la doctrine d'Al-Qaïda, est une doctrine politico-religieuse qui a pour ambition de d'étendre ses tentacules à l'ensemble de la planète. Et donc c'est d'abord parce que le djihadisme a été pensé comme étant une théorie politique devant être mise en pratique à l'échelle mondiale, qu'aujourd'hui on assiste justement à sa matérialisation, non seulement au sein même des pays d'origine des doctrinaires du djihadisme, mais également au sein des pays limitrophes et au sein des pays occidentaux, des pays africains plus généralement. D'accord. Alors le Sénégal, depuis quelque temps, fait l'objet, en tout cas on parle souvent d'attaques terroristes au Sénégal. Alors qu'est-ce que ce genre d'informations, disons, peuvent créer comme psychose, comme panique dans un pays? Il est évident que pour ce qui est d'un pays comme le Sénégal, qui est présenté généralement comme un îlot de paix et de tranquillité, dans un environnement marqué, somme toute, par la violence, peut constituer disons, un facteur de trouble, ou en tout cas un facteur d'incertitude, un facteur qui peut pousser une frange non négligeable de la population à avoir un certain nombre de craintes, voilà, à avoir un certain nombre de préoccupations. Pour l'instant, ce que l'on peut dire, en tout cas, ce que je peux dire en ma qualité de scientifique, c'est que le risque existe. Le Sénégal n'est d'ailleurs pas le seul pays qui est exposé au risque djihadiste, mais la menace en tant que telle n'est pas encore présente, n'est pas encore effective. Voilà, l'alerte ou la fausse alerte, les informations que l'on a à ce sujet sont un peu bigarrées et parfois un peu contradictoires, au sujet de laquelle, selon laquelle il y aurait eu un acteur djihadiste qui aurait pu pénétrer dans le territoire du Sénégal et qui aurait eu pour volonté, pour objectif de commettre un attentat, pose justement la question de la manière dont on doit appréhender ce risque. Ce risque est-il un risque qui, à court terme, va mener à l'apparition, l'émergence d'une menace en tant que telle? La question se pose. En tout cas, ce que l'on peut dire en l'état actuel des choses, c'est que le Sénégal, contrairement à une certaine idée reçue, n'est pas à l'abri, voilà, de la menace djihadiste et encore moins, voilà, de la menace djihadiste qui accourt dans le Sahel. D'accord. Alors le Sénégal ne serait pas à l'abri à cause quoi, de sa stabilité? Le Sénégal n'est pas à l'abri pour plusieurs raisons. Disons qu'il y a une combinaison de facteurs endogènes et exogènes qui concourent à ce que le Sénégal soit, comme tant d'autres pays, placé sur la liste des cibles du djihadisme, des cibles des organisations djihadistes. Les menaces endogènes, on les connaît, même si le Sénégal est
plutôt connu pour son islam soufi, pour la prééminence de l'islam confrérique, qui est un islam tolérant, il y a quand même présence de groupuscules islamistes, de groupuscules salafistes, qui ne sont pas des djihadistes en tant que tels, qui ne sont pas des représentants du djihadisme, mais qui ont des idées, somme toute, assez proches de celles des djihadistes. Voilà. Donc, il faut, à mon sens, se focaliser sur ce point, et c'est d'après les informations que j'ai, ce que le gouvernement a commencé à faire, en infiltrant un certain nombre de mosquées qui ont été identifiées pour les prêches assez radicales de leurs imams, et en mettant en place un certain nombre de systèmes de surveillance et de collecte d'informations entrepris par les agences de renseignement. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, le partage de renseignements pourrait aider à prévenir? Oui, effectivement, parce que je disais tout à l'heure que le Sénégal n'est pas à l'abri pour deux types de facteurs, des facteurs endogènes et exogènes. Les facteurs exogènes également sautent aux yeux. Le Sénégal n'est pas un pays isolé. Le Sénégal vit dans un certain environnement, un environnement particulier, l'environnement ouest-africain, l'environnement sahélien. Et ces environnements, on le sait, sont marqués par la présence de territoires, d'États qui ont, d'une certaine manière, été en première ligne de la lutte anti-djihadiste. Il s'agit du Mali pour l'essentiel, mais il s'agit également d'autres États comme le Burkina, comme la Côte d'Ivoire, comme le Niger. Et donc, il est nécessaire, pour que le Sénégal puisse se maintenir à l'abri du djihadisme, que les autorités de ces États, et notamment les autorités de défense et de sécurité de ces États, puissent partager des informations et puissent accorder leur violon afin que les terroristes ne puissent pas passer d'un pays à l'autre, d'un État à l'autre, sans être inquiétés. D'accord. Alors, vous avez publié un article sur le djihadisme individuel, une solitude relative, une prévention épineuse. Alors, quel a été le déclic? Alors, le déclic a été constitué par les menées djihadistes de Mohamed Merah, dont on parle en ce moment, puisque son frère fait l'actualité du fait du procès auquel il prend part depuis quelques jours, depuis quelques semaines. Donc, la particularité de l'action djihadiste de Mohamed Merah, c'est qu'elle dénotait, de manière assez franche d'ailleurs, avec celle que l'on avait connue jusqu'alors. Donc en 2012, Mohamed Merah, le tueur au scooter, comme on l'appelait, a commis un certain nombre d'attaques, un certain nombre d'attentats, sans que ces attentats ne soient, disons, entrepris dans le cadre d'une organisation djihadiste en tant que telle. Voilà, Mohamed Merah ne faisait partie, en tout cas jusqu'à ce jour, les informations que l'on a nous font dire qu'il ne faisait pas partie d'une organisation djihadiste déterminée. Il avait eu quelques contacts avec Al-Qaïda, mais il avait même eu à bénéficier, disons, de l'instruction pratique d'Al-Qaïda en Afghanistan et au Pakistan, mais il n'était pas un adhérent d'Al-Qaïda en tant que tel. Et surtout, il a commis ces attaques, ces attentats de manière totalement isolée. Non pas, comme on pourrait le penser, de manière isolée au sens où il n'aurait bénéficié d'aucune aide, d'aucun secours extérieur. Voilà, le fait que son frère soit aujourd'hui poursuivi pour complicité d'actes de terrorisme, pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, prouve que Merah a bien eu recours à des soutiens extérieurs. Mais disons que dans la phase de commission et dans la phase de conception, il était pour l'essentiel seul. Et c'est donc cette nouvelle physionomie du djihadisme, ce djihadisme non organisationnel, ce djihadisme conçu, commis et entrepris par des individus isolés, qui m'a poussé à donc réfléchir, selon des canons scientifiques, sur la particularité, la singularité de cette nouvelle manière de faire djihadiste. D'accord. Alors, si je comprends bien, il y a le djihadisme individuel et le djihadisme organisationnel. Seulement aussi, il y a une petite corrélation, c'est que le djihadisme individuel suivrait le mouvement via les réseaux sociaux, via, disons, le net. Tout à fait. Le djihadisme organisationnel. L'intitulé exact de mon article, c'est « Djihadisme individuel, une solitude relative, une prévention épineuse ». Lorsque je parle de solitude relative, je fais référence effectivement au fait que les djihadistes individuels peuvent à un moment ou à un autre de leur action bénéficier d'un secours extérieur, mais je fais également référence au fait que les djihadistes individuels sont en fait des solistes du djihad.
C'est-à-dire qu'ils exécutent de manière isolée une partition, une musique qui a été écrite par d'autres, qui a été inspirée par des théoriciens du djihad, des doctrinaires du djihad. Donc, pour ce qui est de l'époque contemporaine, il s'agit essentiellement de la doctrine qui est vulgarisée et diffusée par Abou Bakr al-Baghdadi et ses ouailles à travers les réseaux sociaux, Internet, etc. Et on peut considérer d'une certaine manière que les djihadistes individuels ne sont que de nouveaux pions sur l'échiquier sur lequel agissent les doctrinaires du djihad, les djihadistes professionnels. D'accord. Alors ceux qui font le djihad estiment, disons, défendre une cause. Est-ce que c'est une interprétation erronée de l'islam? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la notion de djihad est une notion qui est controversée dans l'islam. Donc, en dehors même du fait que les djihadistes en ont une acception, une conception bien particulière, c'est une notion polysémique. Parce que lorsque l'on prend la racine du mot djihadisme, donc le mot djihad, le djihad, dans la tradition islamique, peut faire référence à deux notions et donc deux réalités. La première de ces notions, c'est celle au terme de laquelle le djihad fait référence à l'effort intérieur du croyant pour lutter contre ses démons, ses passions, ses mauvais penchants. Voilà. Mais le djihad peut également faire référence, et c'est le cas dans la tradition islamique, à l'action armée qu'un musulman mène contre les incroyants, contre les koufars, comme on dit habituellement, et donc à l'action que le musulman mène pour défendre une terre d'islam ou pour convertir des non-musulmans à la religion musulmane. Donc en partant de cette dualité, il est évident que chacun peut voir midi à sa porte. On peut considérer, comme c'est le cas de la majorité des musulmans à travers le monde, que le djihad ne fait référence qu'à la lutte intérieure du croyant contre ses mauvais penchants. Si tel est le cas, il n'y a pas lieu de recourir à la force pour défendre une terre d'islam ou pour convertir les mécréants. En revanche, les djihadistes, eux, estiment que la traduction du mot djihad, au terme de laquelle il ne s'agit que de l'effort du croyant, de l'effort intérieur du croyant, est une traduction qu'il faut balayer d'un revers de main, parce que pour eux, le djihad ne fait référence et uniquement référence qu'à la lutte armée. Donc une lutte armée qui peut être défensive, mais qui peut également prendre des accents offensifs, tels que nous le constatons aujourd'hui. D'accord. Les djihadistes n'épargnent même pas les pays, disons, de grande démocratie, comme la France, Londres et même les États-Unis. Est-ce que le monde, docteur, serait devenu fou ou personne n'est à l'abri nulle part? Personne n'est à l'abri, tout simplement parce que la vocation du djihadisme international contemporain est de s'étendre à travers le monde. Pour comprendre la logique qui sous-tend les actions qui sont menées aujourd'hui par les agents du djihadisme international, il faut se replonger dans la pensée originelle des doctrinaires du djihad. Donc il s'agit essentiellement de l'éminence grise des frères musulmans, Saïd Qutb, mais il s'agit également donc, des têtes pensantes d'Al-Qaïda, à savoir Ben Laden et Ayman al-Zawahiri. Et lorsque l'on parcourt leurs textes, on se rend compte d'une chose essentielle, c'est que le djihad a, disons, deux catégories d'ennemis principaux. Il y a l'ennemi intérieur. Voilà. L'ennemi intérieur, c'est le musulman qui n'est pas acquis à la cause djihadiste, c'est le faux musulman, c'est-à-dire celui qui se déclare musulman, mais qui en fait ne règle pas sa vie sur la conception authentique de la charia. Donc c'est le cas de vous et moi, c'est le cas des musulmans qui vivent dans les pays moyen-orientaux, extrême-orientaux, etc. Mais c'est également le cas, d'une certaine manière, de l'ensemble des musulmans qui, à travers le monde, ont émis la volonté de se démarquer des thèses djihadistes. Voilà. À partir du moment où l'on considère que le djihadisme n'est qu'une version usurpée de l'islam, une version contrefaite de l'islam, eh bien, on est considéré par les djihadistes comme étant des ennemis du djihad. Donc, ces ennemis de l'intérieur, cet ennemi de l'intérieur s'ajoute, disons, à un ennemi lointain. L'ennemi lointain, selon les doctrinaires du djihad, c'est essentiellement l'Occident. L'Occident, parfois, il y a une terminologie un peu plus précise qui est utilisée, à savoir l'ennemi judéo-croisé. En fait, il s'agit des pays occidentaux. Et ces pays occidentaux sont considérés comme des ennemis pour deux raisons essentielles. La première,
c'est qu'ils sont en général composés d'individus qui ne sont pas musulmans, donc qui sont considérés comme des incroyants, des mécréants par les djihadistes, et d'autre part, parce que ces États ont, du point de vue des djihadistes, entrepris depuis belle lurette, depuis de nombreuses décennies, voire plusieurs centaines d'années, une volonté assez franche, assez manifeste, de mettre les pays musulmans sous une coupe réglée. Voilà, de procéder donc à la division des pays musulmans, de procéder à leur colonisation et aujourd'hui donc de leur imposer des modes de vie, des croyances, des habitudes qui sont contraires à l'islam. Donc ces deux catégories d'ennemis font que les cibles du djihad sont des cibles globales, des cibles qui se déploient à l'échelle internationale, tant et si bien qu'il n'y a a priori aucun État, fût-il un État musulman, qui est à l'abri des agressions des agents du djihadisme international. Moussa Beye, vous êtes docteur en Sciences Po à l'Université Paris 2 Assas. Votre thèse, alors parlons un peu, libéralisme à l'exception l'État de droit et le système onusien de sécurité collective à l'épreuve du djihadisme international. Parlez-nous un peu de votre thèse, l'économie même. L'économie de la thèse, alors, il n'est pas très aisé de la résumer en quelques mots, mais disons que c'est une thèse qui a été inspirée par un cours de civilisation américaine auquel j'ai assisté lorsque j'étais en Master 1. Et au cours de cet enseignement, donc, le professeur que j'avais en face nous a posé une question simple. Un État démocratique, un État libéral comme les États-Unis, qui prend la résolution, il faut voir, disons, le contexte de l'époque. Donc il s'agissait du contexte des années 2005, 2006, 2007. Donc il prend la résolution de combattre le djihadisme international en entreprenant des actions armées et en faisant fi des règles internationales et des règles issues de l'état de droit les plus fondamentales, peut-il toujours être considéré comme étant un État démocratique, comme étant un État libéral. Donc initialement, ce qui m'a surtout intéressé, c'est la manière dont une démocratie libérale peut combattre un phénomène extrême comme le djihadisme sans aller à rebours de ses propres valeurs. Voilà, sans aller à rebours des valeurs démocratiques et sans aller à rebours des valeurs libérales. Mais peu à peu, de proche en proche, il est devenu évident à mes yeux que la résolution de cette problématique impliquait que je me penche de manière très étroite, de manière très énergique sur la définition du djihadisme, sur les caractéristiques du djihadisme et sur la manière dont il se manifeste aujourd'hui sous nos yeux. D'accord. L'état de droit, serait-il aujourd'hui en ruine? L'état de droit, disons, n'est pas en ruine, mais il pourrait l'être. Il pourrait l'être pour une raison simple, c'est que la plupart des démocraties occidentales et plus généralement des démocraties à travers le monde qui ont eu à prendre des mesures contre le djihadisme, donc des mesures antiterroristes, c'est-à-dire des textes de lutte contre le djihadisme et des mesures contre-terroristes, c'est-à-dire des pratiques de lutte contre le djihadisme, l'ont fait en considérant d'une certaine manière qu'il fallait, pour reprendre le célèbre mot de Napoléon, agir en partisan partout où il y a des partisans, c'est-à-dire agir en djihadiste partout où il y a des djihadistes. Donc, en estimant qu'il était de bonne loi de les soumettre à des techniques d'interrogatoire particulièrement poussées, de leur infliger des actes de maltraitance, de leur infliger des actes de torture, de ne pas... comme ce qui se passe à Guantanamo. Voilà, comme ce qui se passe à Guantanamo et dans d'autres sites noirs qui, pour la plupart d'ailleurs, n'ont pas été fermés sous l'administration Obama, malgré ce que l'on a dit. Donc, le fait que les démocraties occidentales et d'autres démocraties à travers le monde considèrent que la lutte contre le djihadisme justifie la violation des règles essentielles de l'état de droit et du système onusien de sécurité collective, parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est aussi, disons, une version essentielle de l'état de droit, parce que c'est la version internationaliste de l'état de droit, fait que l'on se retrouve dans une situation où l'état de droit n'est pas en ruine, où le système onusien de sécurité collective n'est pas en ruine, mais où on se rapproche dangereusement du précipice dans la mesure où l'on en est arrivé à un point où l'on considère normal, juste, justifié, de transgresser les règles
de ces principes de droits fondamentaux pour pouvoir parvenir à faire pièce au djihadisme. D'accord. Alors ça vous a pris combien de temps pour faire cette thèse, les recherches, tout ça? Les recherches et l'écriture en tant que telle m'ont pris quelque chose comme 6 ans. 6 ans. Voilà, à la fin, j'ai arrêté de compter parce que en la matière, il vaut mieux, je pense, Ne pas compter. Non seulement ne pas compter, mais il vaut mieux prendre une certaine distance avec l'aspect temporel de la chose, car sinon on se fixe des limites. Et si on se fixe des limites, on ne parvient pas à mener à bien sa réflexion, ou en tout cas, on ne le fait que de manière lacunaire, de manière déficiente. D'accord. Alors, beaucoup d'étudiants qui partent à l'étranger étudier préfèrent, disons, rester, mais vous, quand même, vous avez décidé de revenir au Sénégal, votre pays. Alors, est-ce que c'était une décision assez difficile à prendre? Cela n'a pas été en soi une décision difficile à prendre, parce que j'ai toujours estimé que ma place était ici. J'ai eu l'opportunité d'aller poursuivre mes études à l'étranger. Cela m'a permis d'avoir une ouverture d'esprit indéniable. Cela m'a permis d'être au contact de cultures différentes. Cela m'a permis d'avoir une vision des choses qui n'est pas uniquement sénégalo-centrée, africano-centrée. Mais au bout du compte, je me suis toujours fixé pour objectif de rentrer dans mon pays, de revenir au bercail et d'agir en vue de son développement, en vue de son essor. Voilà. C'est pour cette raison essentielle, cette raison éminemment patriotique, que j'ai très tôt fait le choix, avant même d'achever ma thèse, de rentrer au Sénégal. Il y a également aussi, il est nécessaire de le relever ici, des raisons personnelles. Voilà, des raisons personnelles qui font que l'on est toujours mieux chez soi qu'à l'étranger, même s'il est vrai voilà, que l'on peut également servir son pays en étant à l'extérieur et en n'étant pas justement en plein cœur de ces difficultés, de ces préoccupations ou de ces vicissitudes. D'accord. Alors vous êtes au Sénégal, vous décidez de mettre vos connaissances au service du développement du Sénégal. Tout à fait. De manière décalée, comment est-ce que vous analysez un peu l'environnement, disons, socio-économique du Sénégal? Disons que j'ai été frappé à mon retour, parce que je suis resté un certain nombre d'années loin du Sénégal, par le dynamisme voilà, de notre cher pays. D'un point de vue économique, le Sénégal bouge dans tous les sens. Il y a quand même un certain nombre d'avancées qui ont été enregistrées depuis quelques années. Elles sont là, il faut les constater, il est nécessaire de les constater et de les magnifier, mais cela ne doit pas non plus obscurcir notre vision. Tout n'est pas parfait. Il y a un certain nombre de pesanteurs qui empêchent encore le pays de décoller. Les comportements, comme on l'a dit, ne sont pas à la hauteur des ambitions qui ont été fixées par le président de la République et des ambitions que les Sénégalais, pris isolément, se sont fixés pour leur pays. Voilà. Il y a, à mon sens, un certain nombre de rectificatifs à faire d'un point de vue individuel comme d'un point de vue collectif, si l'on veut parvenir à l'émergence, qui est cette sorte d'ancienne, voilà, d'arlésienne qu'on magnifie à tout bout de champ, en oubliant voilà, que cette émergence eh bien, requiert la réunion d'un certain nombre de conditions. Et tant que ces conditions ne seront pas réunies, eh bien, il ne s'agira que d'un vœu pieux. Et nous serons, en tant que Sénégalais, des laissés-pour-compte de la mondialisation. Parce qu'ailleurs, eh bien, les choses vont vite, les choses avancent. Et si nous ne parvenons pas à prendre le train en marche, il est évident que nous serons laissés sur le bas-côté. Alors, le djihadisme, il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup à parler. Vous avez publié un article. Pourrait-on s'attendre plus tard à un livre aussi sur le djihadisme? C'est l'une des ambitions que je me suis fixée. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que pour pouvoir produire en tant qu'enseignant-chercheur, et là je me fais l'avocat donc des enseignants-chercheurs du Sénégal, l'avocat de mes confrères, il faut pouvoir être installé dans des conditions idoines. Ce n'est pas toujours le cas dans notre cher pays, pour deux raisons essentielles. Les bibliothèques sont en général les parents pauvres de l'enseignement, et notamment de l'enseignement supérieur. Or, sans matière première intellectuelle, il est impossible de produire un travail scientifique, un travail épistémologique de qualité. D'autre part, pour pouvoir
produire, pour pouvoir innover, donc pour pouvoir être présent sur le terrain de la compétition scientifique, il est nécessaire que l'État y mette les moyens. On nous dit que c'est le cas, que c'est un processus qui est déjà engagé, mais on attend d'en voir les résultats. Il est nécessaire en la matière que les fruits soient à la hauteur des fleurs, car si ce n'est pas le cas, eh bien, nous aurons beau avoir les meilleurs enseignants du monde, nous aurons beau avoir les meilleurs étudiants du monde, en tout cas les étudiants les plus motivés du monde, eh bien, nous ne parviendrons pas à atteindre le niveau scolaire, le niveau intellectuel qui est requis pour qu'un État puisse aujourd'hui se placer sur la voie du développement. D'accord. Docteur Pape Moussa Beye, je vous remercie. C'était un plaisir de converser avec vous. Merci, c'est la fin de ce numéro d'entretien. Rendez-vous très bientôt sur Dakaractu.